Bonsoir, chers élèves ingénieurs, Monsieur Diakhaté. Donc c'est aujourd'hui un réel plaisir pour nous de vous avoir dans nos locaux pour enfin animer cet débat dont nous jugeons d'une très haute importance actuellement. Donc en cela, je me réjouis de la présence des élèves ingénieurs dans cette salle pour assister quand même à ce débat, à cet échange que nous, au sein de l'amicale, nous avons jugé quand même nécessaire qu'il y ait un ancien quand même qui vient pour échanger, pour partager son savoir, son vécu avec ses frères cadets qui sont ici à l'école. D'autant plus, la personnalité de Diakhaté n'est plus à démontrer tant au sein de notre amicale ou bien au sein de l'école, parce que, vu les archives, on a toujours parlé de lui, de distance de l'écoute qu'il a vis-à-vis de ses cadets qui sont ici à l'école, raison pour laquelle, en collaboration avec Bayou, que je félicite aussi au passage, il est en train de faire un travail remarquable dans cette sous-commission. Et ces débats qu'ils ont initiés, c'est quand même quelque chose à louer. D'autant plus, nous sommes des ingénieurs de conception. Il est temps qu'aussi au sein de l'école, on essaie de concevoir certaines choses. Je crois que le conférencier reviendra largement sur ça, parce que d'habitude, on parle d'ingénieurs de conception, mais en réalité, qu'est-ce que nous concevons en tant qu'élève ingénieur? Qu'est-ce que nous concevons? Bon, c'est une question, un point d'interrogation. Le conférencier va brosser ça. Donc, sans plus tarder, je ne serai pas long. C'est justement pour vous dire que ces genres de débats, c'est toujours important. Et on en fera autant tant que les étudiants auront vraiment l'envie de participer à ce genre de débat. Bon, on voulait faire ça une conférence matinale l'après-midi, mais compte tenu du temps, les examens et consorts, on a jugé utile d'attendre peut-être le mercredi quand les gens vont finir les examens, puisqu'ils seront beaucoup plus à l'aise. Et d'autant plus, c'est un ancien qui est là, à côté, un ami à nous, un grand frère. Donc on a jugé quand même de le déplacer la nuit. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, il est toujours engagé dans les choses des élèves ingénieurs de l'ENSA. Bon, sans plus tarder, je vais remettre directement la parole à Maïdou et je vous assure qu'on va assister à un show intellectuel. Ce sera très important, un débat très interactif. Et préparez-vous aussi pour les questions, tout ce qui vous, ce qui vous inquiète. Donc je crois que M. Diakhaté sera là aujourd'hui pour partager avec nous nos soucis. Je vous remercie. Merci. S'investir davantage dans ces types de débats. Donc c'était juste une transition et puis je vais directement entrer dans le bref du sujet. Donc pour moi il s'agissait de synthétiser la réaction des anciens et malheureusement je n'ai pas pu avoir plusieurs réactions mais quand même le peu que j'ai eu à la synthétiser ici. Donc ils ont commencé par d'abord à définir la conception, pour dire que la conception est un terme très vaste et touche plusieurs domaines différents de l'agronomie. Et cependant, quel que soit le domaine, la conception est un processus dont le point d'entrée est toujours une idée de projet et le point d'arrivée peut être, selon le domaine, un projet, un logiciel, un outil de travail, une machine, etc. C'est selon les catégories professionnelles dont on évolue. Donc ce qu'on attend d'un ingénieur, c'est d'abord être capable de trouver des solutions pertinentes et rationnelles aux problèmes qui lui sont posés, avec une démarche scientifique rigoureuse et cohérente, une approche, une méthodologie claire, une capacité d'analyse et de synthèse. Donc tous ces préalables doivent être soutenus par des compétences réelles et une assez bonne maîtrise de son domaine pour pouvoir fournir des résultats avec un argumentaire soutenu répondant aux attentes de la structure ou des partenaires. Donc il faudrait pour autant être capable d'exposer et de défendre ses idées de façon explicite et apprendre à travailler en équipe. Je crois que cela s'acquiert seulement par ces genres de débats.
Donc la démarche adoptée en conception n'est pas unique, mais suit juste une certaine logique. Concernant les difficultés inhérentes au monde du travail, ils n'ont pas voulu beaucoup trop s'épancher et laissent le libre plaisir à monsieur l'ingénieur Diakhaté de pouvoir encore plus rentrer dans le sujet. Donc c'était en gros le résumé de ce que j'ai eu comme intervention de mon cher ancien et je vous remercie encore. Donc, sans transition, je pense qu'on peut démarrer le travail et aborder le sujet de la façon la plus brève que soit. L'ingénieur dans la conception. L'ingénieur dans la conception. Quand on analyse un peu sous un certain angle ce thème, on se rend compte du désir de ceux qui ont choisi ce thème, n'est-ce pas, de comprendre vraiment ce qui fait de l'ingénieur un ingénieur. Comme je le disais tantôt, cette question n'est pas pour moi une surprise, parce que j'ai été là avec vous. J'ai été là, en tout cas, comme vous. Et nous nous sommes toujours posé cette question. Nous sommes des élèves ingénieurs. Un jour viendra, nous serons des ingénieurs. Mais qu'est-ce qui fera la différence entre notre situation d'aujourd'hui et notre situation de demain? Qu'est-ce qui fera la différence? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, pour le dire le mot, voilà justement qui fait la première partie de cette étude. Qu'est-ce qui attend un ingénieur? En deuxième point, on nous demande d'aborder la démarche à adopter pour la conception et enfin d'aborder en troisième point les problèmes auxquels un ingénieur peut être confronté dans l'exécution de sa profession. Pour aborder la première partie, qu'est-ce qu'on attend d'un ingénieur? Je me fais un peu de plaisir souvent à parler de ça, à parler de l'ingénierie, à parler du génie, à parler de ce qu'est notre rôle en tant qu'ingénieur, notre rôle capital, en tant qu'ingénieur d'abord, de façon générale, mais en tant qu'ingénieur agronome, notre rôle qui dépasse encore ce rôle capital-là, et qui est général certainement à tous les ingénieurs. Je dirais que de façon globale et de façon théorique, ce qui attend un ingénieur, c'est de faire progresser, c'est de faire évoluer, c'est de développer. C'est donc d'identifier et de lever les contraintes auxquelles l'homme est confronté en vue du mieux-être. Le mieux-être. On parle de développement, on parle de beaucoup de termes qu'on utilise souvent, mais en fait l'objectif c'est le mieux-être. Tout ce que l'on cherche, c'est le mieux-être de l'individu, de l'homme et de son environnement. Et donc l'objectif de l'ingénieur, compte tenu du fait que lorsqu'un homme décide d'aller de l'avant, il y a tout le temps des contraintes qui sont entre sa position actuelle et là où il va arriver. L'objectif de l'ingénieur, c'est tout simplement de lever ces contraintes-là. Tout simplement, de façon très résumée. Identifier et lever les contraintes auxquelles l'individu est confronté. Si je prends le cas de l'ingénieur agronome, que nous sommes, avant de parler de spécialisation, l'ingénieur agronome, lui, il est là pour lever les contraintes liées à l'agronomie, en vue d'améliorer les rendements et d'adapter la qualité des productions
aux besoins permanents, permanents des consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la productivité d'une culture donnée, d'une spéculation donnée, elle est à un niveau au Sénégal. Elle est à un niveau dans une zone donnée, dans un terroir donné. Mais lorsque l'ingénieur agronome intervient, son objectif c'est tout d'abord d'augmenter ce qu'il peut tirer d'une même unité surfacique. Évidemment, avec des méthodes, avec des technologies, n'est-ce pas, modernes, arriver, n'est-ce pas, à augmenter ce rendement-là. C'est la productivité. C'est important. Mais ce n'est pas tout. La qualité. Parce que si vous augmentez le rendement d'une production donnée, sans pour autant améliorer la qualité, ou justement même donner une qualité moins bonne que ce qu'on avait avant, là on recule. Là on recule, on n'avance pas. Donc il faut à la fois augmenter la quantité, la qualité, mais qui colle, qui est adapté aux besoins des consommateurs. Parce que celui qui consomme, lui, il s'en fout des technologies. Il s'en fout de ce qu'on peut produire. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il attend. Ce qui l'intéresse, c'est ce dont il a besoin. J'ai besoin d'un riz de telle qualité. J'ai besoin d'une qualité X, améliorée en tout cas de l'arachide, par exemple. Alors l'ingénieur doit toujours avoir comme référence ce besoin-là. Il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas, ce besoin-là. C'est un appel. C'est lui qui appelle. C'est comme on appelle le fond. C'est lui qui est l'objectif. De quoi il a besoin. Alors moi, je fais tout pour arriver à cela. Donc voilà aujourd'hui, et pour y arriver, il faut lever les contraintes. Voilà le rôle qui est attendu, de façon d'abord globale, d'un ingénieur. Maintenant, nous reviendrons sur l'agro, nous reviendrons sur ces aspects de façon plus détaillée. Je voulais d'abord, de façon globale, déjà faire une définition, en tout cas, de ce qui nous attend en tant qu'ingénieur. Je vais aussi vous dire la situation, lorsque vous sortez de l'école, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous sortez de l'école, ce que vous pouvez faire, j'élimine le chômage. Parce que pour moi, le chômage, c'est une période transitoire qui peut d'ailleurs, quelquefois, ne pas exister et on le souhaite pour tout le monde. Alors, l'ingénieur ou le jeune sortant ingénieur peut être un employé. Ça, c'est les différentes situations professionnelles, n'est-ce pas, qui attendent. Il peut être un employé dans les services étatiques, dans les ONG, dans les privés, etc. Il peut être un consultant en freelance, donc individuel, ou bien un consultant dans le cadre d'une structure, n'est-ce pas, privée, bien organisée. Il peut également être un exploitant. Parce qu'on parle de l'agronome, de l'ingénieur agronome. J'aimerais un peu m'arrêter sur ce point-là, l'exploitant. C'est souvent un élément sur lequel on discute beaucoup. Un ingénieur agronome, tout le temps employé. Tout le temps employé. Prenez tous les ingénieurs agronomes aujourd'hui, presque tout le monde est employé. Tout le monde. Y compris moi. Je ne parle pas de consultance, parce que c'est de l'emploi, c'est aussi de l'emploi. On est employé, je suis employé par ma structure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'exploitation devrait être la première vocation d'un ingénieur agronome. L'exploitation. Que ce soit de l'élevage, que ce soit de l'horticulture. Maraîchage plus arboriculture. Ça devrait être la première vocation d'un ingénieur agronome. C'est-à-dire que pour se développer normalement, dans un pays tel que le nôtre, dont on dit en voie de développement, mais qui certainement est très sous-développé,
des ingénieurs agronomes, d'abord qui chôment, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais qui nous est presque imposée par l'État, compte tenu de sa politique qui ne correspond pas, hein, à, en tout cas, la politique que devrait être celle d'un pays tel que le nôtre en sous-développement. Quand vous allez dans des pays développés, et les agronomes sont dans les exploitations, créent des fermes, ils ont des champs, ils ont des parcelles. Les agronomes, ils cultivent, ils produisent, ils vendent et ils sont riches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être agronome et ne pas aimer les champs. Être agronome et ne pas aimer les champs, c'est ne pas vraiment être un agronome en réalité. Et en réalité, il n'y a pas mieux que ça. Vous voyez aujourd'hui, dans l'investissement, quand vous voyez aujourd'hui ceux qui investissent, ceux qui font de la valeur ajoutée, souvent, dans quel secteur ils investissent? Dans l'immobilier. Allez à Dakar, tout le monde construit. C'est normal parce qu'ils ne connaissent pas la terre. Je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas. Par contre, un agronome qui s'investit dans l'immobilier, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lui-même n'a pas confiance à la terre. Parce que c'est ce qui s'oriente dans l'immobilier, disent qu'ils n'ont pas confiance à la terre. Pour eux, c'est comme jeter de l'argent. C'est de l'argent, n'est-ce pas, qu'ils mettent dans la terre. Ils ne savent pas si ça va leur retourner ou pas, leur revenir ou pas. Mais un agronome qui n'a pas confiance à la terre, cela veut dire qu'il n'est pas un agronome en réalité. Je peux comprendre qu'un agronome ait des difficultés pour avoir sa propre exploitation, parce qu'il n'en a pas les moyens. Ça, on peut le comprendre. C'est une contrainte à tous les agronomes. Et un agronome qui ne veut pas faire de l'exploitation, celui-là, il est même à la limite dangereux pour le pays. Pour moi, l'agronome ne doit être employé que parce qu'il n'a pas de possibilité. C'est quoi d'aller dans les bureaux, de percevoir des salaires, alors que lui-même, en tant que génie, en tant qu'ingénieur, en tant que quelqu'un qui connaît la terre, qui peut en sortir beaucoup de choses et qui peut créer de l'emploi, qui peut payer des gens qui dépassent, avec des salaires qui dépassent celui qui reçoit en tant qu'employé, je ne peux pas comprendre que celui-là reste dans les bureaux s'il a la possibilité d'aller lui-même faire créer son exploitation. C'est la même chose pour l'élevage. Un spécialiste, un autres techniciens sortant de l'ENSA, un spécialiste, un producteur animal qui sort, c'est plus facile même dans ce domaine-là. Les gens, quand ils font de la volaille, en tant qu'ingénieur agronome, il y en a qui se voient déplacer de faire de la volaille. De commencer par faire de la volaille pour évoluer. Après, évidemment, vers une exploitation plus importante. Et pourtant, en tant que spécialiste, il gagnerait énormément, n'est-ce pas, à orienter sa carrière dans ce domaine. À commencer, évidemment, petit à petit, évoluer et aller certainement dans une exploitation dans le but important. Je connais un ancien sortant d'ici. C'est un producteur animal. Il était employé dans un service. Il a créé un GIE pour ne pas créer une SARL ou SA, c'était plus contraignant. En restant dans son service. Il continuait à travailler sur un producteur animal et en même temps il faisait son exploitation. Quelques mois après, il s'est revenu avant-hier, il m'a dit qu'il a quitté. Il a démissionné de là où il travaillait parce que son business il marche. Et il a commencé par la volaille, ça fait pas 6 mois qu'il est venu. Son business il marche parce qu'il s'y connaît. Ce que les gens font, les erreurs que les gens font, lui il ne les connaît pas. Et dans sa pratique, mais il produit énormément parce qu'il optimise dans ce qu'il fait. Il ne maximise pas, il optimise. C'est-à-dire qu'il tire le maximum possible. Il tire le maximum possible.
Mais donc, c'est des exemples patents que j'ai voulu partager avec vous. Pour vous dire qu'un agronome, sa vocation première devrait être d'exploiter. Maintenant, on peut comprendre que les moyens passent défaut. Mais il faut y penser, en tout cas, chers élèves étudiants. Quelles sont les tâches qui attendent un ingénieur de façon générale? Un ingénieur, lorsqu'il est dans des ONG, des services étatiques ou autres, les tâches qui l'attendent souvent, c'est d'abord l'identification de projet. Identifier un projet. Vous avez une zone cible, vous êtes dans une ONG. Vous avez une zone cible, une zone d'intervention. Et dans votre zone d'intervention, vous croyez lutter contre la pauvreté, vous croyez des populations démunies. La première chose à faire, c'est d'identifier des projets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer ces populations-là de leur situation? Il faut élaborer des projets. Quand on identifie, il faut ensuite élaborer. L'élaboration de projets, c'est différent de l'identification. Parce qu'identifier, c'est ça aussi. C'est vous dire, voilà, ces gens-là, il faut les tirer de ces difficultés. Il faudrait créer un projet dans tel domaine, mais il faut écrire ce projet-là, en respectant les règles, n'est-ce pas, d'un projet du début à la fin. Et lorsqu'on élabore le projet, on a besoin d'avoir une requête de financement. Le projet, il n'est pas financé par celui qui l'écrit, par celui qui l'élabore. L'ingénieur, il identifie, il élabore, mais il fait une demande de financement. Et cette requête de financement, elle doit être justifiée pour que ceux qui financent, les bailleurs, n'est-ce pas, puissent être convaincus. Et l'ingénieur, son rôle, c'est justement de le convaincre. La planification, quand vous faites une chose, il faut tout le temps le planifier. Aujourd'hui, certainement, ce débat a été bien planifié, raison pour laquelle il a eu lieu. La planification aussi obéit à des règles, et on ne pourra pas aborder ici. Il y a la mise en œuvre. Vous identifiez, vous élaborez, vous planifiez et vous mettez en œuvre. On reviendra peut-être, on aura l'occasion de revenir dans les débats sur la mise en œuvre. Il y a la supervision. Dans la mise en œuvre, l'ingénieur a un rôle qu'il occupe. Mais certainement, il n'est pas le seul à exécuter, n'est-ce pas, le projet. Il est avec une équipe qui comporte des ingénieurs, d'autres spécialistes, mais une équipe qui comporte également des bénéficiaires. Parce que dans l'intervention, il faut impliquer les bénéficiaires avec la fameuse démarche participative. Donc l'ingénieur doit maintenant superviser le déroulement de ces activités. Il y a l'évaluation. Parce que lorsque vous déroulez une activité, lorsque vous avez un projet, il faudrait aussi qu'à un certain moment donné, que vous puissiez évaluer ce que vous avez fait. Et dans cette évaluation, il y a aussi des règles à suivre que certainement vous aurez à voir. Et il y a la capitalisation. La capitalisation, c'est tout ce que vous faites. Aujourd'hui, on est en train d'organiser un débat. Et il faudrait en tirer quelque chose. Il ne faudrait pas que tout ce qu'on dit aujourd'hui, il ne faudrait pas que tout ce qu'on capitalise comme information vous échappe. Mais pour cela, il faudrait l'écrire dans un document qu'on appelle document de capitalisation d'un projet. Et ce document-là servira de référence aux autres intervenants, n'est-ce pas, dans des projets, en tout cas, similaires dans les zones, ou dans les mêmes zones. L'ingénieur également fait ce qu'on appelle des études d'avant-projet sommaire, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, des études d'évaluation, etc. Les études, elles sont très importantes. Et souvent, les ONG ne les font pas. Quand vous êtes dans une ONG, vous n'avez pas souvent le temps de faire ces études-là. Ce que je vous avais décrit préalablement, identification, élaboration, etc., c'est ça qui vous occupe.
Mais lorsqu'il s'agit maintenant de réaliser de façon concrète, parce que vous avez élaboré le projet, mais vous n'avez pas fait d'études. Quelle est la différence? L'élaboration du projet, c'est de dire, nous avons besoin d'organiser quelque chose, un tel débat. C'est ça le projet. Qui participe? Telle et telle personne participe. Ça, c'est un projet. Quel est l'objectif? Quel est l'impact attendu? Ça, c'est un projet. Mais l'étude, c'est de dire, ah, il faudrait commencer à telle heure. Il faudrait mettre, on attend par exemple 20 personnes. Et donc, il faudrait une bouteille de boisson, etc., etc. Ça, c'est des études précises et qui permettent d'avoir une idée précise sur ce que l'on va faire. Maintenant, il y a ce que l'on appelle étude d'avant-projet sommaire et étude d'avant-projet détaillé. La différence est que l'étude d'avant-projet sommaire, dans l'étude d'avant-projet sommaire, on ne rentre pas en profondeur comme dans l'étude détaillée. L'étude d'avant-projet sommaire se limite à donner les orientations. Nous voulons faire de l'irrigation. Nous proposons tel système compte tenu des spécificités du sol ou des spécificités de la ressource hydraulique. Vous voyez ce que je veux dire? Orientation. On va faire tel système d'irrigation. On va utiliser tel système d'énergie. Et ça va constituer le document global. Mais vous allez l'argumenter, vous allez le justifier. Et ce document sera présenté aux acteurs qui vont l'étudier et qui vont en donner leur appréciation. Maintenant, il y aura des choix à faire, parce que vous avez proposé plusieurs choses pour chaque domaine. Les gens vont choisir et vont valider quelque chose. Le produit final, c'est ça l'étude d'avant-projet sommaire. Maintenant, dans l'étude détaillée, ce qui a été validé, maintenant vous l'étudiez en détail. Ah, on avait dit qu'on allait faire l'irrigation goutte à goutte. Maintenant, on va détailler cette irrigation. On va l'étudier maintenant en détail. On ne pouvait pas le détailler parce qu'on n'était pas sûr que c'est ce qu'on allait faire. On avait proposé deux systèmes. Les gens ont retenu l'un dans ces deux systèmes-là. Et maintenant, il faut l'étudier de façon détaillée, en phase détaillée. Ensuite, il y a des dossiers d'appel d'offres. Dossier d'appel d'offres, c'est tout ce qui caractérise un projet. Tout ce que l'on veut faire dans le projet, on le met dans le dossier d'appel d'offres. Tous les aspects techniques. L'entreprise qui va réaliser, elle n'aura qu'à regarder le document et exécuter. C'est un document qui est prêt. On va construire un bâtiment. Les dimensions sont comme ça. Hein? On donne toutes les dimensions du bâtiment. Le reste. Toutes les dimensions. On donne toutes les caractéristiques jusqu'au carreau. La qualité des carreaux, etc., etc., etc. Et là, celui qui réalise, il regarde son document, il regarde ses plans et il exécute. Passation de marché, également, ça fait partie de ce qui attend les ingénieurs. Nos marchés, vous le lancez, plusieurs soumissionnaires donnent leur offre et maintenant, il faut les départager. Hein? Il faut les départager suivant les critères qui sont donnés. Alors, il y a la réalisation, donc l'exécution, la réalisation, ça aussi, ça fait partie des rôles de l'ingénieur. La maîtrise d'œuvre, qui peut être résumée de façon globale, qui peut en tout cas aller de la phase d'identification, étude, passation de marché, contrôle, jusqu'à la fin du projet. Donc, maîtrise d'œuvre s'oppose un peu, ou nuance un peu avec maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est celui à qui les ouvrages appartient l'ouvrage. Le maître d'œuvre, c'est celui qui l'aide à exécuter l'ouvrage. Donc c'est le technicien, c'est son assistant technique. Alors, il y a l'ingénierie conseil. Hein, comme son nom le dit, l'ingénieur, il peut donner des conseils également à quelqu'un qui n'en a pas, les qualifications pour exécuter un projet donné. L'assistance technique, c'est la même chose, fourniture, équipement. Alors ça, de façon ramassée, c'est des domaines qui attendent dans lesquels l'ingénieur intervient. C'est des tâches. Mais dans les domaines, l'ingénieur agronome intervient pratiquement dans tous les domaines de développement agronomique et rural. J'insiste sur le terme rural. Parce que maintenant, quand vous voyez les sortants d'ici, ils n'interviennent pas seulement sur l'aspect agronomique, mais tout ce qui concerne le développement rural.
aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir un background dans ce sens pour pouvoir dérouler vos activités agricoles. Je vous donne un exemple. Vous intervenez dans un village pour mettre en place des périmètres maraîchers. Pour mettre en place des périmètres maraîchers, il faut de l'eau. Donc il faut des puits ou des forages. Alors, vous allez dans un village qui n'a pas d'eau, dans lequel il n'y a pas de puits ou il n'y a pas de forage. Vous créez un forage pour réaliser pour les plantes, parce que c'est pour le maraîchage. Alors que les populations n'ont pas de l'eau à boire. Vous voyez qu'il y a une contradiction. Les gens vous diront, ah attention, nous avant de donner de l'eau à nos plantes là, on veut d'abord de l'eau pour nous-mêmes. Et là, celui qui intervient, l'ingénieur qui intervient en milieu rural, s'il ne connaît pas ces aspects-là, mais il va complètement passer à côté. Parce que dans l'élaboration de son projet, s'il ne prend pas en compte cet aspect-là, la nécessité de mettre en place d'abord des infrastructures d'eau potable, parce que lui, il intervient dans l'eau et qu'il faudrait satisfaire d'abord les populations en boisson avant de satisfaire les plantes. S'il ne le prend pas en compte dans son projet, il passe à côté. Une fois la réalisation, il va voir qu'il y a un gap entre ce qu'il a écrit et, n'est-ce pas, ce qu'il attend. Parce que les gens lui diront non, on refuse ce projet-là. Et s'il refuse le projet échoue, obligatoirement. Et s'il ne l'avait pas pris en compte initialement, il ne pourra pas, ou bien il aura des difficultés pour l'intégrer, parce qu'il travaille avec des gens, des bailleurs, qui financent pour un objectif bien donné. Donc il est très important, n'est-ce pas, de prendre en compte cette dimension-là, la dimension sociale, la dimension développement rural de façon, n'est-ce pas, de façon globale. Je disais que l'ingénieur agronome intervient dans tous les domaines du développement et du développement agronomique et rural. Mais vous avez fait des études à l'école. Effectivement, vous aurez des objectifs, des interventions dans des domaines que vous avez bien étudiés ici à l'école, de façon entière, de bout en bout. Je vous demande de faire quelque chose que vous connaissez bien, parce que vous l'avez bien étudié. On vous demande par exemple de délimiter un bassin versant. On vous demande d'élaborer un arbre à problème que vous avez étudié en classe, mais vous êtes à l'aise parce que vous l'avez fait en classe. Mais ça, c'est un aspect. Parce que ce qui vous attend, ce n'est pas seulement ce que vous avez vu durant votre formation. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement ce que vous avez étudié en classe qu'on va vous demander une fois dehors. Au contraire, ça arrive souvent, qu'on vous demande des choses que vous avez vues. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est que vous interveniez dans un domaine dans lequel vous avez vu une partie peut-être en classe, mais qu'il y a l'essentiel que vous n'avez pas vu. L'essentiel que vous n'avez jamais vu. Ah, il y a un problème. Quelque chose que vous n'avez jamais appris en classe, que vous n'avez jamais vu et qu'on vous demande de faire. Il y a un problème. Quel est le comportement que doit avoir l'ingénieur, n'est-ce pas, dans cette situation? Mes chers amis, c'est ça qui vous attend en réalité. On va vous demander de faire des choses que vous n'avez jamais entendues, dont vous n'avez jamais entendu parler, des choses que vous n'avez jamais vues, des choses que vous n'avez jamais faites tout simplement. Et qui arrivent le plus souvent. Pire encore, on va vous demander des choses pour lesquelles, non seulement, tout à l'heure je disais que vous avez vu une partie, mais là vous n'avez rien vu. C'est-à-dire de bout en bout, vous n'avez jamais vu ce qu'on vous demande. Jamais. Rien du tout. Ni au début, ni à la fin, ni au milieu. C'est ça qu'on va vous demander à la sortie. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra se débrouiller, tout simplement. Il faudra se débrouiller tout simplement. Mais rassurez-vous, je vous ai dit que vous n'avez jamais vu ces choses-là. Cependant, ce que je peux vous garantir, c'est que la base qui vous permet
d'exécuter les tâches qu'on vous demande, vous l'avez toujours. La formation que vous avez ici à l'école, elle vous permet toujours d'avoir la base qui vous permet de réagir de façon convenable. C'est ça qui est. On ne vous demande pas tout le temps des choses que vous avez vues, mais vous avez tout le temps la base. Vous voyez, depuis la première année, on bombarde de matière. Vous voyez trop de choses. Je dis vous, comme si je n'en faisais pas partie. On a vu trop de choses ici. Souvent, même quand ce n'est pas la spécialité dans laquelle on appartient ou on aspire à appartenir, souvent on a tendance à dire je m'en fous, je ne vais pas en classe. Je le fais juste pour avoir des notes. Et si je suis sûr d'avoir la moyenne, sans aller en classe, je n'irai pas en classe. J'en connais des étudiants qui le faisaient. Et peut-être que j'en faisais pas. Mais je vous ai dit, même aller en classe et relaxer, écouter des mots, des termes, ça peut vous aider un jour. Parce que je vous parle de base, je ne vous parle pas de détails. Vous avez la base qui vous permet de réagir. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, qu'est-ce que je disais? Toujours le même exemple. Vous allez pour faire un puits ou un forage pour arroser des plantes. Les gens vous disent qu'il faut d'abord faire un forage pour nous, que nous puissions boire, hein, que nous ayons de l'eau dans nos canaries, dans nos maisons, mais avant d'aller dans les champs. Ce qui est tout à fait normal. Quand vous commettez cette erreur-là, devant le fait accompli, vous n'êtes pas au bureau, vous êtes sur le terrain. Vous réunissez tout le monde, les gens vous donnent cet argument-là, et vous vous rendez compte qu'ils ont raison. Mais vous êtes un génie rural, par exemple. Vous dites, mais moi, ces gens-là, vraiment, moi, je suis un technicien, je ne connais pas ce rythme-là. Moi, je suis venu pour faire un puits, pour les plantes, alors je m'en vais. Dès que tu dis je m'en vais, là, tu rates ta vocation. Ah oui, en deuxième année, ou en première année, en deuxième année, on t'a appris ce qu'on appelle la sociologie rurale. Qui est un coup de 30 heures, je pense. Qui, pour beaucoup, ne sert à rien du tout. Mais dans ce contexte, vous n'avez pas besoin de maîtriser ce qu'on a dit dans la sociologie rurale. Mais vous savez que vous êtes, au moins, la sociologie rurale vous dit que vous êtes en face d'individus qui ont des besoins. Qui ont des besoins et que pour les convaincre, il vous faut tout simplement leur demander, montrer que vous les avez compris. Il faut leur montrer que vous l'avez compris, mais non pas essayer de leur montrer, n'est-ce pas, que vous avez raison. Ils n'accepteront jamais. Vous allez dans un village, les gens n'ont pas d'édicule, de toilettes. Vous allez dans une maison, les gens n'ont pas de toilettes. Vous faites des toilettes devant la porte. Vous ne les consultez pas préalablement. C'est là-bas qu'ils vont laisser ton ouvrage, là. Ils vont le laisser là-bas. Et ils vont continuer à faire comme ils faisaient avant. Vous allez leur donner de l'eau potable avec des robinets juste devant chez eux. Vous ne les consultez pas avant de faire le projet. Les gens ils vont vous laisser. Ils vont retourner vers le fleuve pour boire l'eau du fleuve. Parce que vous ne les avez pas consultés. Mais si vous pensez à tout cela, parce que tout cela, en réalité, on l'a vu. En sociologie rurale, on l'a vu. Si vous pensez à tout cela, vous allez savoir comment gérer ces problèmes-là. Et pour la différence, pour un génie civil, certainement, ils interviennent en milieu rural eux aussi. Mais le problème qu'ils auraient en ce moment-là, c'est un problème de gestion, n'est-ce pas? De gestion de la masse, de gestion des gens qui sont en face d'eux. Parce qu'ils sont purement techniciens, alors que toi, tu as un plus. C'est l'aspect rural qu'il faut, n'est-ce pas, intégrer. Donc, en gros, pour dire que la base qu'on a, elle est suffisante pour faire tout ce que l'on veut. La preuve, c'est qu'il y a peu d'agronomes aujourd'hui qui travaillent dans l'agronomie pure. Peu d'agronomes sortant de l'ENSA.
travaillent dans l'agronomie pure. Faites votre petite enquête parmi les anciens que vous connaissez. Demandez-leur simplement sur quoi ils travaillent. Peu d'entre eux vous diront qu'ils travaillent sur l'agronomie. En tout cas, l'agronomie pure. Peu d'entre eux. Et ils deviennent des spécialistes d'autres choses. D'autres choses. Moi, je fais de l'eau potable. Ce n'est pas de l'eau potable que j'ai appris à l'école. Mais quand je vois ce qui se fait en eau potable, c'est l'utilisation tout simplement de l'hydrologie, de l'hydraulique, de la géophysique, n'est-ce pas, de l'hydraulique de façon globale qu'on applique pour d'autres objectifs. L'objectif de l'irrigation, c'est d'arroser les plantes, c'est de déplacer l'eau de la source aux plantes. L'objectif de l'eau potable, c'est de déplacer l'eau de la source, n'est-ce pas, au domicile. Évidemment que les lois hydrauliques sont les mêmes. Les lois hydrauliques, mais elles sont les mêmes. On les applique ici, elles marchent, on déplace l'eau. On les applique là-bas, elles marchent, elles déplacent l'eau vers les populations. Donc, pour vous dire qu'on a la base pour tout faire. L'assainissement, tout dernièrement, Chérif a soutenu son mémoire sur l'assainissement urbain. On ne le voit pas. Même en spécialisation, hier, on ne voit pas. L'assainissement urbain, de façon pure, on ne le voit pas. Pourtant, en tant qu'élève ingénieur, pas en tant qu'ingénieur, en tant qu'élève ingénieur, n'est-ce pas, il y est arrivé. Donc, c'est ce que je veux dire. En utilisant simplement les bases du génie rural, les bases qu'il a apprises ici pour y arriver. Et c'est ce que nous autres nous faisons. Dans tous les domaines dans lesquels nous intervenons, nous utilisons les bases que nous avons. Mais les bases ne sont pas suffisantes. Attention. Les bases, je vous ai dit que on vous demande d'intervenir dans un domaine dans lequel vous n'avez aucune compétence scolaire. Mais que vous avez les bases, mais ces bases ne sont pas suffisantes. Il faudrait adjoindre maintenant à ces bases-là des qualités individuelles. L'ingénieur a besoin, ou l'ingénieur doit avoir des qualités individuelles qui lui permettent, à partir de ses connaissances de base, de formation, de faire tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, évidemment, avec des limites. Hein? Mais j'exagère en disant de faire tout ce qu'il faut. Parmi ces qualités-là, il faut une bonne formation. Une bonne formation, il y a deux choses, deux niveaux. L'école elle-même, là également, rassurez-vous, la formation est bonne. Parce que les bases qu'elle vous donne sont suffisantes. Et la formation elle-même est suffisante pour que vous puissiez, comme je vous disais tout à l'heure, vous débrouiller. Mais elle est, la bonne formation, elle est aussi individuelle. Elle est aussi individuelle. Parce que lorsque vous êtes à l'école, vous avez un objectif. L'objectif, c'est de tirer le maximum de connaissances. Il y en a qui vont tirer des connaissances à un degré X. Il y en a qui seront à un degré X-10. Et il y en a qui seront entre les deux. Mais pour y arriver, donc pour être bon à la sortie, l'ingénieur doit commencer à l'école. Pendant qu'il est encore élève ingénieur, il doit tirer le maximum de connaissances qu'il peut à l'école. Et il doit entretenir ces connaissances-là. Parce que lorsqu'on ne les entretient pas, elles nous échappent. L'ingénieur doit avoir une curiosité intellectuelle et une attention particulière dans l'exécution, n'est-ce pas, de ses fonctions. Donc en milieu professionnel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, je vous disais tout à l'heure que vous avez une bonne formation, ou que nous avons une bonne formation. Mais si vous vous dites, j'ai une bonne formation, j'ai tiré le maximum que je pouvais à l'école, à l'âge, je suis un ingénieur complet, c'est ce jour-là que vous allez commencer à chuter. Je vais vous le dire. C'est ce jour-là que vous allez commencer à chuter. En Wolof, on dit pour Daru. Hein? Yamou Foksam d'ailleurs, ça continue.
Mais quand vous êtes statique, les gens vous dépassent. Les gens vous dépassent. Donc vous devez être très curieux lorsque vous sortez, avec une attention particulière également quand vous travaillez. L'attention c'est quoi? Vous travaillez, vous sortez, vous travaillez avec moi sur un projet. Même si c'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement, parce que vous l'avez vu de façon entière à l'école, il faut tout le temps essayer de tirer quelque chose de moi-même. Parce que peut-être que j'ai des galadjus que vous n'avez pas. Et que justement ces galadjus-là, ils sont très importants. Et, n'est-ce pas, de les prendre, de les garder pour soi-même. Vous allez sur le terrain, mais il ne faut pas faire le malin là, à aller devant tout le monde pour raconter ce que vous savez là. Dites tout ce que vous savez. Et vous êtes fini quoi. Pour vous, c'est ça le monde. Alors que les gens savent 10 fois plus que ça et ils le gardent pour eux-mêmes. Donc faites attention. Et écoutez les gens. Laissez-les parler. Prenez le maximum possible. Parce que c'est comme ça que vous allez accumuler ces connaissances-là. Vous le faites 1 année, 2 années, 3 années, vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez vous sentir très à l'aise une fois sur le terrain, parce que vous avez appris de X, de Y, vous avez appris de Z, vous avez ajouté cela à ce que vous connaissez, et vous avez même amélioré ce que vous avez pris d'eux. Ça fait de vous quelqu'un d'expérimenté. Il y a une expérience. C'est ça qu'on appelle expérience. Parce que vous avez un vécu. Vous avez assisté à des choses, mais vous les avez retenues. Mais si vous n'avez pas cette curiosité, si vous n'avez pas cette attention, ça va passer. Les années vont passer, vous allez vous améliorer, mais très peu. L'ingénieur doit avoir une capacité d'adaptation sûre. Doit avoir une capacité d'adaptation, aussi bien au bureau qu'au terrain, également en fonction du type de travail, du temps, du milieu, de l'objectif attendu. Si vous ne pouvez pas vous adapter, si vous ne savez faire qu'une seule chose, là vous n'êtes pas un ingénieur agronome. Celui qui ne sait faire qu'une seule chose ne fait pas partie de nous. Parce que nous, on est formés pour faire beaucoup de choses. Ici, on est formé pour faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses. Ça également, c'est très important. Et c'est cette capacité d'adaptation-là qui doit commencer d'ailleurs dès le mémoire de fin d'études. Vous voyez le climat qu'il y a ici à l'école. Ici, tout le monde fait la même chose. Le matin, petit déjeuner, après le déjeuner, après les classes, on monte, on descend, on revient ici. Le soir, on remonte, après on va au sport, d'autres discutent. Le soir, s'il y a examen, on apprend nos leçons. S'il n'y en a pas, on va pas. C'est ça qui se passe. Il est bon le climat. Il est bon. Mais quand on est dehors, dès le mémoire, on vous envoie en brousse. Vous n'avez jamais été en contact avec la brousse. Alors, là vous êtes dépaysé. Vous êtes dépaysé, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est dépaysé, s'il veut garder ses capacités, il doit s'adapter. S'il ne s'adapte pas, il ne peut pas garder ses capacités. Et donc, il est très important de s'adapter. Ce qu'on a fait durant notre mémoire de fin d'études, vous voyez, lors des présentations de mémoire, souvent on en parle, tout le monde est passé par ça. Je me rappelle quand on me disait qu'un village qui était à quelques mètres, on me disait non, c'est ici, c'est à côté. Quand j'ai marché pendant 30 minutes, que j'ai aperçu le château d'eau du village, je me suis rendu compte que le village faisait plus de 7 km. Et qu'il fallait continuer à marcher, il faisait 17 heures. Je me rappelle, j'ai souri. Je me suis dit, de toute façon, je dois m'adapter. Je dois continuer à marcher et je dois y être. Et j'ai marché jusqu'au village. Et c'était dans un village où je ne connaissais personne. Mais il fallait y aller, parce que je ne voulais pas attendre qu'on me donne des véhicules pour aller. Il y avait des véhicules du projet dans lesquels j'étais, mais c'était par programmation.
Ils avaient leurs activités, j'avais mes activités. Et il fallait attendre 10 jours ou plus pour y arriver. Faire une activité, revenir, aller dans un village, revenir, aller dans un autre, revenir, par espacement de 10 jours, je n'en voulais pas. Je me suis dit, je vais y aller avec mes propres moyens. Si vous me donnez du transport, je vais y aller. Ils m'ont donné du transport et je suis parti. J'ai fait tous les villages en même temps, en moins de 15 jours. Et j'ai soutenu un moment. Si j'avais attendu, j'aurais soutenu, évidemment, en janvier ou même plus. C'est ça la réalité. Il faut s'adapter au milieu. Il faut s'adapter aux conditions. Un ingénieur doit savoir identifier et aller vers l'essentiel. Savoir identifier l'essentiel et aller vers l'essentiel. Doit savoir utiliser l'information. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on vous donne un travail pour 8 jours. Demain, on vous donne le même travail pour une journée et même pour 1 heure. Le même travail. Mais il faut savoir aller vers l'essentiel. Le même travail, les mêmes résultats pour 1 heure, pour une journée, pour 8 jours. C'est différent, non? Ce que je peux faire en 8 jours, je ne peux pas le faire en une journée, encore moins en 1 heure. Mais là, je suis obligé de savoir ce qui est l'essentiel. Quand j'ai un document de 200 pages, toutes les pages semblent importantes. Parce que c'est pour ça que justement le gars a pris son temps pour écrire 200 pages. Toutes les pages a priori semblent importantes. Mais moi, j'ai un objectif. Je vais en réunion. C'est un sujet sur lequel je ne connais rien. Il y a une réunion qui m'attend dans 2 heures, dans 1 heure. J'ai ce document-là, je dois en tirer quelque chose pour pouvoir exister durant la réunion. Si je ne sais pas aller vers l'essentiel, si je ne sais pas tirer l'essentiel de ce document-là, je n'existerai pas à la réunion. Au contraire, je vais me stresser. Je vais dire non, ça c'est impossible. Et il n'est pas impossible un ingénieur. Une activité, n'est-ce pas, d'un génie, d'un ingénieur. On vous donne par exemple des termes de référence. Vous savez ce que c'est? Termes de référence. Ça veut dire que vous voulez organiser ce débat-là, vous m'invitez, je vous dis, donnez-moi les termes de référence. Ça veut dire, c'est les éléments de base qui me permettent de m'orienter, de savoir ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Alors, les termes de référence, moi par exemple, dans mon activité, j'envoie une dizaine par semaine. Parce que je fais de la consultation. Je réponds à des appels d'offres. Donc je vois une dizaine de termes de référence par semaine. Des termes de référence de 10 pages, de 20 pages, de 50 pages. Vous pensez que j'ai le temps de lire tout ça? Je n'en ai pas. Sincèrement, je n'en ai pas. Et si je dois lire les termes de référence de façon entière pour pouvoir réagir, dans la semaine, je vais juste faire un document, juste répondre à un appel d'offres. Parce que je vais avoir juste le temps de lire un document, n'est-ce pas, de façon entière. Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est d'ouvrir le document et de savoir tout de suite en 5 minutes, si vous n'avez que 5 minutes, tirer du document l'essentiel. Il faut savoir quelle page ouvrir. Même le simple fait d'ouvrir, avec l'expérience, vous allez voir. En ouvrant, vous allez voir même si vous allez ouvrir au milieu, vers la fin ou au début. Même ça déjà, c'est savoir aller vers l'essentiel. En feuilletant, on sait, voilà, on fait comme ça, on s'arrête. On sait que ça c'est essentiel. On continue. Tant qu'on ne sait pas faire ça, il vous manque beaucoup de choses. Parce que vous allez traîner. On va vous demander d'intervenir dans un délai donné. Vous allez dépasser le délai de 2 fois, de 3 fois. Vous n'allez jamais terminer à temps. Un ingénieur doit avoir de l'imagination, doit avoir de l'initiative. C'est justement ce qui fait le sens d'un ingénieur. Il vous faut être ingénieur. Or, qui dit ingénieur, dit génie, dit imagination, dit initiative, innovation. Ah oui, je suis désolé, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les ingénieurs ne font que ce que tout le monde fait aujourd'hui. Ah oui, ça c'est vraiment très désolant. Les ingénieurs ne font que ce que tout le monde fait. Ils ne font qu'appliquer des formules. Appliquer des formules qui existent déjà. Tous les jours, on passe notre temps à appliquer des formules. Situation A, là on est dans quelle situation? C'est telle formule, on applique, on calcule.
On n'est plus des ingénieurs, on est des mathématiciens. Et eux, ils savent mieux calculer que nous, les ingénieurs. Un ingénieur doit imaginer, doit créer, doit prendre des initiatives. Parce que ceux-là qui ont établi ces formules-là, ils ont créé, ils ont imaginé, ils ont eu de l'initiative pour en arriver à cela. Donc nous également, dans l'exécution de nos tâches, nous devrons, n'est-ce pas, imaginer. Quand vous sortez d'ici, si nous faisons ce que tout le monde fait, le Sénégal restera là où il est. Il n'y aura pas de développement. C'est moi qui vous le dis. Parce que même l'État fait ce que tout le monde fait. Même réaction, même politique agricole. Il n'y a pas d'initiative majeure, déterminante. Il n'y a pas de tournant. C'est tout le temps la même ligne. C'est quoi la politique agricole? Subvention de semences, d'intrants, d'engrais. Ça se résume à ça. Nous sommes des ingénieurs agronomes. On ne doit pas on ne peut pas nous glober. C'est-à-dire que nous savons ce qui se passe. Vous devez savoir ce qui se passe. La politique agricole, cette année, les subventions ont été données à temps. Voilà, l'État vraiment a réagi à temps. Dès le mois d'avril, tous les paysans ont reçu leurs semences, leurs engrais, etc. C'est ça le développement. C'est ça la politique agricole. En réalité, notre politique agricole, c'est ça. Il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas d'imagination. On reste là où on est. Au contraire, même, on a reculé. Ah oui, si vous ne marchez pas, vous reculez. Si on fait ce qui se faisait depuis 5 ans, cela veut dire qu'on a reculé parce qu'aujourd'hui, les gens ont modernisé l'agriculture. Allez en Israël, c'est des gens qui n'ont pas d'eau. La moyenne pluie au Sénégal est dépasse presque en quantité ce qu'eux ils peuvent avoir par année. Et en plus de ça, nous avons des eaux de surface. Nous avons des eaux souterraines très abondantes. Mais ces gens-là, ils n'ont rien. C'est pour cela qu'ils ont inventé. Ils ont imaginé le fameux goutte à goutte que vous entendez là. Goutte à goutte, c'est pourquoi ils n'ont pas d'eau. Or, les plantes consomment beaucoup. Surtout avec l'irrigation gravitaire. Ils se sont dit, ok, au lieu de continuer à faire ça, nous n'avons pas d'eau, on va quand même économiser. On va imaginer, on va inventer. Ils ont inventé le goutte à goutte qui permet d'économiser. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Rien du tout. Au Sénégal, on n'a rien fait. On est au même stade et on importe tout le temps. C'est pour cela que même pour se sentir vraiment compétent, avoir des connaissances, il faut aller à l'extérieur et étudier. C'est comme si vraiment nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons pas imaginer. Alors, chers élèves ingénieurs, je vous demanderai de ne pas vous mêler dans la masse, dans cette masse-là qui oublie qu'un ingénieur doit imaginer. Lorsque vous aurez à exécuter, n'est-ce pas, des projets, il faudra être très imaginatif. Et vous méfier de ce que tout le monde fait. Ce que tout le monde fait, il faut vous méfier. Mais il faudrait commencer aujourd'hui, dans l'élaboration de vos rapports, de vos comptes rendus. Il faudrait commencer aujourd'hui dans les projets qu'on vous donne. Je sais, c'est ce qu'on faisait. Les fossiles. On regarde les fossiles, je ne parle pas pour les examens. De fossiles pour les examens. Mais même de fossiles pour les rapports. Ah oui, ça c'est pas bien pour nous. On fait un rapport, on regarde ce qui avait été fait depuis 2005 jusqu'à maintenant. En 2005, c'est ça. Quel a fait ça, quel groupe avait fait ça. L'autre groupe, le groupe il vient, il recopie, il prend le fichier même. Le fichier qu'il adapte, qu'il modifie simplement, sans comprendre la substance, l'essence. C'est dangereux. Je ne jette pas l'anathème sur vous, parce que moi aussi peut-être que je le faisais. Mais l'expérience sert à quelque chose. C'est pas bien. Il faut le dire. C'est pas bien. Et même, pire encore, le groupe, vous avez un groupe de 4 qui travaille pour faire un rapport. Certainement, c'est une seule personne qui va faire le rapport. Ou 2 au maximum. Le reste, les gars, ils sont forts, ils vont le faire. C'est vrai qu'ils sont forts, ils peuvent le faire. Mais le problème, c'est que toi, tu n'es pas en train d'apprendre à faire un rapport. Tu n'es pas en train d'apprendre à faire un rapport au compte rendu. Vous savez, ce programme-là, quand on le mettait en place, c'était pour que l'élève ingénieur apprenne, en faisant des rapports, à savoir faire un rapport. En faisant des comptes rendus,
à savoir, à sa sortie, faire ce qu'on appelle des comptes rendus, faire un document, élaborer un document, et de terminer tous ces rapports-là, tous ces comptes rendus-là, avec le mémoire de fin d'études, qui est un document encore plus global. Ça, c'est ce qui vous met dans le bain tout de suite à la sortie. Et malheureusement, ceux qui ont l'habitude de ne pas travailler, alors n'ont pas tout de suite la main. Ils perdent la main, non, ils ne perdent pas la main, ils n'ont pas la main. C'est avec ça. Donc ça aussi, c'est vraiment à éviter. Un élève ingénieur doit être persévérant et très pointilleux. Très persévérant, très pointilleux. La première fois qu'on m'a donné un cahier de prescription technique particulier de forage qu'on devait réaliser. On me donne le document, on me dit voilà, il faut faire le cahier de prescription technique là, particulier. J'ai jamais su ce que c'est un forage. Je ne savais pas. Enfin, je connais, comme vous connaissez quoi. Mais je veux dire, du point de vue technique, je n'avais pas d'argument en dehors des connaissances hydrogéologiques que j'ai acquises à l'école, hein, hydrologie, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut? Voilà. J'ai le document, mais je prends le document, je me dis, je vais y arriver de toute façon. Parce que c'est une demande. Je ne peux pas dire que je ne peux pas le faire. Un ingénieur ne peut pas dire que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Non, tu fais, même si ce n'est pas bon, tu donnes. Mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas le faire. Alors, mais j'ai honte aussi de donner quelque chose qui n'est pas bon. Or, j'étais dans le privé. Je travaillais quelque part à l'époque dans le privé. Mais vous ne produisez pas, vous valez rien. À la limite, même si on ne vous renvoie pas, quand votre contrat termine, mais le contrat est terminé, on ne le renouvelle pas tout simplement. C'est une manière de vous renvoyer parce que vous n'êtes pas bon. Et il faut montrer la différence. Les gens vous disent, faites, après on va compléter. Mais en réalité, il faut savoir le degré, jusqu'à quel degré vous pouvez aller. J'ai dormi avec les documents ce jour-là. Je n'ai pas dormi. Je me suis dit, je vais savoir, je vais d'abord comprendre. J'ai passé tout le temps à lire le document pour comprendre. Pour comprendre des termes, des mots. Vous imaginez le temps que ça vous prend? Vous passez la nuit à comprendre. Le lendemain, vous vous réveillez, vous devez faire quelque chose. Vous savez, on va vous donner beaucoup de choses comme ça. Parce que je vous ai dit, on va vous donner des choses que vous n'avez jamais apprises à l'école. Je vous ai dit, vous avez la base, mais ce n'est pas suffisant pour cette qualité-là. Il faut être persévérant. Parce que ça va être très difficile. Vous allez avoir besoin de comprendre, vous allez chercher à comprendre, vous n'allez pas comprendre. Si vous n'êtes pas persévérant, vous allez lâcher. Ou vous allez produire un document qui n'est pas bon. Et là, c'est votre qualité qui est remise, c'est votre compétence qui est remise en cause. Il faut être pointilleux. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc, on travaille beaucoup. On réfléchit beaucoup. Mais surtout, et de grâce, réfléchissez avant de vous documenter. Ne vous documentez pas et après vous réfléchissez sur la base des documents que vous avez retenus. Si on vous demande aujourd'hui de trouver, je ne sais pas, une formule pour démonter le ciel, avant d'aller vous documenter sur le net ou ailleurs, réfléchissez d'abord. Croyez-moi, ça c'est la clé. C'est la clé de l'expérience. C'est la clé de la maîtrise de son domaine, de ce qu'on fait. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez partir de néant, de zéro. Vous allez vous dire, je vais réfléchir. Je réfléchis. Forcément, je vais trouver quelque chose. Il est bon ou pas, mais je vais trouver quelque chose que je crois bon. Et en ce moment-là, je peux aller consulter des documents. Je peux aller voir le net. Je peux demander tout ce que je veux. Mais si je compare les documents que j'ai, le net et tout, je vais voir la différence, je vais voir là où je n'ai pas été bon. Je vais voir là où j'ai péché. Et comme j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris mon temps, ça je vais le retenir. C'est ça la différence. Je vais retenir ça parce que j'ai pris mon temps, j'ai beaucoup réfléchi, je n'ai pas trouvé. Je vais dire, ah vraiment, il fallait penser à ça. Mais si tout de suite, on vous demande de faire quelque chose, vous allez vers le net, vous prenez les documents,
là vous êtes foutu. Parce que vous allez tout de suite voir, vous allez tout de suite comprendre, ok, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais vous n'allez rien retenir parce que vous avez triché tout simplement. Ce n'est pas interdit de tricher, mais il faut inverser. Il faut d'abord réfléchir, ensuite tricher pour compléter. Mais si vous faites l'inverse, alors là, vous allez passer à côté. Donc, lorsque vous êtes persévérant, vous êtes pointilleux, vous allez donc beaucoup travailler, vous allez avoir le plaisir à travailler. Tout le monde sait que c'est difficile ici. Pour avoir des notes, vous apprenez la nuit. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend, si vous voulez la vérité. Ah oui, ça je le dis, le cœur sur les lèvres. Ce qui vous attend, comparé à ce que vous faites actuellement, il n'y a pas photo. On ne peut pas le comparer. Parce que vous avez un objectif de résultat. Mais vous n'allez pas dire là vraiment, papa, on me demande de travailler beaucoup, j'ai démissionné, je vais revenir à la maison. Vous n'allez pas le dire. Vous devez présenter quelque chose demain à 10h, il fait aujourd'hui minuit. Et vous allez travailler la nuit, vous allez réfléchir. C'est différent d'apprendre ces leçons. Les leçons sont là, toutes faites. Là, il faut apprendre. Tout est là. Mais ici, il faut imaginer, il faut créer des choses qui n'existent pas. C'est plus difficile. Et vous travaillez plus en principe, en tout cas, si vous êtes dans les secteurs, dans certains secteurs, ou en tout cas dans le privé. Et optimiser. Si vous êtes persévérant, pointilleux, ça vous permet d'optimiser. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Je vous ai dit, il ne faut jamais faire ce que tout le monde fait. Ah, c'est bon, qui ça la défend quoi? Vous faites ça et puis vous vous limitez à ça. Non. Tout le temps réfléchir et essayer d'améliorer, n'est-ce pas, le plus possible. Et à la longue, on va arriver, quand on réfléchit, quand on est persévérant, quand on est pointilleux, on va vraiment arriver à maîtriser ce que l'on fait. Parce qu'on réfléchit tout le temps, ensuite on consulte, on se dit, ah, vraiment c'était ça. Là, on maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous forgez, et arrivera au moment où vous allez maîtriser votre domaine. Quand vous maîtrisez votre domaine, vous en devenez expert. C'est seulement en ce moment-là que vous en devenez expert. Mais vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui, faire 1 an ou 2 mois pour devenir expert dans un domaine. Parce que vous le connaissez. Parler de tout et de rien, voilà, vous pensez que vous êtes un expert. Beaucoup de sortants font cette erreur-là. Mais qu'un expert, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à répondre à tout de son domaine. À tout de son domaine. Ou en tout cas du domaine dans lequel il est expert. L'ingénieur doit avoir aussi une humilité scientifique. Il faut être très humble. Scientifique et social. Humilité scientifique, parce qu'il faut partager, il faut accepter d'être critiqué. Moi, c'est ma 6e année. Je peux dire qu'il n'y a pas un seul mois où je ne fais pas d'études. Où je ne donne pas, je ne livre pas plusieurs documents d'études. Dossiers d'appel d'offres, études de faisabilité, études détaillées, etc., etc. Mais il n'y a pas un seul rapport, une seule étude qu'on peut écrire sans voir de suggestions ou d'observations. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous n'êtes pas scientifique, si vous n'avez pas l'humilité scientifique, vous allez passer à côté. Parce que personne n'est parfait. C'est la réalité. C'est pour cela que je comprends pourquoi les gens, quand on présente les mémoires, on nous accuse, on sort toutes les fautes, on parle de tout et de rien. C'est parce que justement, c'est ce qui se passe en milieu professionnel. Vous faites un document en tant que privé pour une ONG, mais l'ingénieur qui est là-bas, il voudra vous montrer que lui aussi c'est un ingénieur. Même s'il n'y a pas de faute, même si tout est bon, il voudra sortir quelque chose qu'il juge pas bon. Mais en tant que scientifique, il faudra l'accepter avec objectivité. Cela veut dire qu'on peut ne pas l'accepter aussi si ce n'est pas objectif. Mais en tout cas, il faudrait y aller avec objectivité. Donc un ingénieur doit aussi être humble. Parce que lorsque vous n'êtes pas humble, alors vous allez vous-même vous créer des problèmes. Mais également une humilité sociale. L'agronomie. Je vous l'ai dit, vous allez en milieu rural, il faut vous abaisser. Au même niveau que tout le monde. Si vous montrez à votre interlocuteur que vous êtes un ingénieur,
et que lui, il ne l'est pas, que c'est vous qui connaissez et que lui, il ne connaît pas, votre projet ne réussira jamais. Ça, il faut le savoir dès maintenant. Il faut lui montrer que lui, il sait autant que vous, ou bien que même il sait plus que vous. Et c'est comme ça que vous allez arriver à gagner sa confiance. Mais vous allez quelque part vous montrer aux gens que c'est vous qui êtes l'intellectuel là, c'est vous qui connaissez là. D'ailleurs, depuis la manière de vous habiller, les gens, vous pouvez échouer votre projet. Ah oui, allez en milieu rural avec certains animaux, les gens ont des a priori sur vous. Ils vont dire que qui est devenu un gars minimum coupable. Ils nous montrent que lui là, vraiment, il est différent de vous. Et là, s'il vous fuit, s'il refuse de communiquer avec vous, s'il refuse de collaborer avec vous, de vous donner les informations dont vous avez besoin, là, votre projet échoue immédiatement. Donc, vous savez, un ingénieur agronome doit aussi avoir l'unité, n'est-ce pas, sociale. Alors, je vais terminer par le plus important de tout ça. Parler de qualité, mais la qualité la plus importante parmi toutes celles que j'ai citées, c'est la confiance en soi. La confiance. Si vous avez la confiance, autant pour moi, si vous n'avez pas la confiance, vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde. Vous pouvez avoir toutes les qualités que j'ai citées, mais sachez que vous n'avez encore rien du tout. Rien, absolument rien du tout. Parce que vous ne pourrez pas tirer le meilleur de vous-même. Les connaissances que vous avez, les qualités que vous avez, vous n'avez pas confiance en vous. Comment vous allez vous exprimer? Comment vous allez montrer aux autres que vous savez quelque chose? Jamais. Vous ne le pourrez pas, vous n'y arriverez jamais. Et au contraire, vous serez pris tout le temps comme quelqu'un de ridicule, comme un nulard, comme quelqu'un qui ne sait absolument rien du tout. Or, c'est simplement la confiance qui vous manque. Et là, je vous exhorte à chercher à avoir la confiance, même dans l'erreur. Même dans l'erreur. Mais la peur ne fait que tuer les idées que vous avez. La peur, elle ne fait que tuer les idées que vous avez. Et vous avez besoin d'optimiser votre niveau, de tirer le meilleur de vous-même. J'ai l'habitude de dire que, d'ironiser. Quelqu'un qui est devant un lion, en principe, il doit courir, parce qu'il sait qu'il est moins fort que le lion. Mais s'il n'a aucune porte, s'il n'a pas d'échappatoire, mais si son deuxième individu, celui-là qui dit, ah, ok, de toute façon, je n'ai pas à avoir peur, il va me tuer de toute façon. L'autre lui dit, j'ai peur parce que je vais mourir. Celui qui a peur, s'il y a une seule possibilité de s'échapper, qu'il peut exploiter, il ne la verra pas, parce qu'il a peur. Parce qu'il est stressé. Et le stress, c'est le résultat d'une absence d'oxygène. Il n'y a pas d'oxygénation du cerveau. Donc là, vous ne réfléchissez plus. Vos idées sont bloquées. Vous vous auto-bloquez. Et vous ne savez plus quoi faire. S'il y a une seule possibilité à exploiter, vous n'allez pas l'exploiter. Même s'il y a une porte qui est ouverte, vous n'allez pas la voir parce que vous avez peur. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Alors que l'autre, s'il y a une seule possibilité, parce qu'il est confiant, parce qu'il n'a pas peur, il va avoir cette possibilité-là et il va, n'est-ce pas, l'exploiter. C'est ça la différence. Évidemment, si c'est moi, je vais courir et réfléchir en même temps. Mais, ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout cas, dans l'idée, la confiance, vraiment n'a pas la confiance n'a pas de prix. Elle est très importante dans l'exécution de votre tâche. En tant qu'ingénieur, vous aurez beaucoup à faire des présentations. En tant qu'ingénieur, vous aurez beaucoup à parler, aller dans des réunions, à donner vos idées. Mais si vous avez peur, comment y arriver? Vous n'allez jamais dire des choses que les gens comprennent pas. Donc, cette confiance, elle est très importante. Tout le monde a peur, hein, mais il faut le combattre. Il faut la combattre, cette peur-là. Et il faut apprendre à la combattre. Quand vous parlez, quand vous êtes en réunion, quand vous devez faire quelque chose, quand vous devez donner vos idées, il faut apprendre à combattre la peur et vous allez y arriver. De la première à la 5e année, vous allez y arriver. Et c'est justement ce qu'il faut. Mais il ne faut pas oublier de la combattre. Il ne faut pas se résumer à dire, voilà, j'ai peur, moi je ne sais pas faire ça, c'est fini quoi. Je ne sais pas parler en public, je ne sais pas exprimer mes idées. Et tu te limites à ça.
Non, il faut apprendre à combattre ça et ça va vous permettre d'aller vers de l'avant. Tout le monde a peur. Même le président Macky Sall, quand il prend la parole, il a peur. Mais il combat sa peur. La différence, c'est comment arriver à combattre ce stress-là. Et donc, toutes ces qualités, si on les combine, plus les connaissances qu'on a acquises, ça donne ce que l'on appelle la compétence. On est compétent que lorsqu'on a de la connaissance et qu'on accumule ces qualités-là dont j'ai parlé. Plus on en accumule, plus on est compétent. Donc la compétence, ce n'est pas seulement des connaissances. Vous pouvez avoir des connaissances, vous pouvez avoir même quelques qualités, mais il y a des qualités, si vous les ratez, vous ne pouvez pas être compétent. En tout cas, au fond de vous-même, vous pouvez vous sentir compétent, mais les gens ne le sentiront jamais. Et c'est ça qui est important. Quelle est la démarche à adopter? Je vais aller plus vite, je vais résumer le reste, parce que je disais que j'allais résumer. Finalement, je me rends compte que je suis très long. Et déjà, je m'en excuse. Quelle est la démarche à adopter dans la conception et dans l'exécution? Vous voulez concevoir quelque chose, il faut la première chose, il faut un but. Il faut un but, un objectif. Il vous faut identifier des contraintes, les contraintes, autant pour moi. Il vous faut définir des stratégies. Il vous faut planifier, il faut mettre en place des technologies. Si je prends l'exemple d'un match de football, d'un technicien, d'un entraîneur de football, il a un objectif, c'est de marquer des buts. Les joueurs, ils ont un objectif, c'est de marquer des buts. Justement, c'est pour cela qu'on l'appelle but. C'est un but, l'objectif. C'est la même chose en anglais, on l'appelle aussi goal. Un goal, c'est un but aussi. Alors, le joueur, il veut marquer un but, mais tout de suite, il sait qu'il a des contraintes, ce sont ses adversaires. Il veut marquer un but, et là, il a identifié ses contraintes, ce sont ses adversaires. Ils l'empêchent, ils veulent qu'il ne marque pas de but. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il va réfléchir. Il va développer des stratégies. N'est-ce pas? Les stratégies, voilà, le coach va dire, bon, écoutez, il faut faire des passes longues, passes courtes, il faut passer par les côtés, etc. Voilà, ça c'est la stratégie. Stratégie Barcelone, stratégie, etc., etc. Mais la stratégie à elle seule ne suffit pas. Parce que si vous avez toute une stratégie et que vous mettez un Diakhaté sur le terrain, ça ne marchera pas. N'est-ce pas? Alors il faut la technique. Il faut la technique. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous mettez 10 Messi sur le terrain, plus un gardien, n'importe quel gardien, mais l'équipe va gagner. Parce qu'ils ont la technique qu'il faut. La technologie dans notre cas. La technologie, n'est-ce pas, pour appliquer les stratégies. Donc quand vous voulez concevoir, il vous faut un objectif. D'abord, qu'est-ce que je veux faire? Dans toute chose, il faut d'ailleurs un objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes contraintes? Quelles sont mes contraintes? Ah d'accord. Je veux arroser les plantes. C'est l'irrigation. Le même exemple. Ah, c'est ça que je veux. Quelles sont mes contraintes? J'ai de l'eau qui est à 10 km. Le fleuve, il est à 10 km. Ou bien l'eau, il est à 100 mètres. Hein? L'eau souterraine. La nappe est à 100 mètres. Quelle est ma contrainte? C'est ça ma contrainte. Ma première contrainte, c'est ça. Stratégie. Ah, je vais tirer l'eau du sol, en profondeur, pour l'amener vers le sol, ensuite vers les plantes. C'est ça ma stratégie. Vous disiez qu'une stratégie, il vous faut maintenant des technologies. Parce que la stratégie à elle seule ne veut absolument rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Diakhaté sur un terrain de football, Messi sur un terrain de football, ça n'a rien à voir. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas les connaissances qu'il faut. Vous lui dites, voilà, notre stratégie, c'est de tirer l'eau et de l'amener ici. Ou bien de tirer l'eau à 10 km à partir du fleuve pour l'amener, pour arroser les plantes. Il vous dira, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre des seaux pour amener l'eau. Est-ce qu'on va amener de l'eau avec les seaux ou bien qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il ne s'y connaît pas. Il faut donc de la technicité, il faut aussi des technologies. À partir de ce moment, je vais dire, ok, je sais que si je prends l'eau à partir du fleuve, il y a ce que l'on appelle des conduites fermées, donc sous pression,
PVC. Voilà. Ou bien, je peux creuser. Je sais que si je mets l'eau là-bas, dans un canal, et que je l'incline, l'eau va partir naturellement jusqu'au niveau de ma parcelle. Pour tirer l'eau du fleuve, il me faut avoir une pompe. Si j'ai une pompe, la pompe peut prendre l'eau et l'envoyer dans le canal. Et si j'incline mon canal là, le canal pourra transporter l'eau jusqu'aux plantes. Ça, c'est une technologie. Donc, quand on conçoit, cette technologie-là, elle est obligatoire. Maintenant, il faut planifier tout ça. Il faut planifier tout ça. Parce que vous ne pouvez pas y aller à l'aveuglette. Il faut organiser ça. Il faut planifier donc, n'est-ce pas, l'intervention. Après, maintenant, la technologie, il faut exécuter. Ensuite, il faut surveiller ce qu'on exécute. Il faut évaluer, il faut capitaliser, il faut améliorer. Hein? Donc, globalement, dans tout ce que vous faites, retenez deux choses. Identifier un but, identifier les contraintes. L'objectif et les contraintes. Maintenant, mon rôle, c'est de lever les contraintes pour atteindre l'objectif. Tout ce que vous voulez dimensionner, prenez par exemple ce bâtiment-là, je veux dimensionner le bâtiment. Quel est mon objectif? C'est de faire un restaurant. Quelle est ma contrainte? Il n'y a rien. J'ai un sol tout simplement. Et pour mettre le bâtiment, il faut que le sol puisse supporter le bâtiment que je vais mettre. Ah d'accord. Donc je vais voir ce que le sol peut supporter. Je vais évaluer la portance du sol. J'évalue la portance du sol, je compare la portance du sol au poids fini du bâtiment. Je les compare. Est-ce que le sol peut supporter mon bâtiment? Non, il ne peut pas. Donc j'ai une contrainte. La contrainte, c'est que le sol ne peut pas supporter mon bâtiment. Mais à ce moment-là, il faut voir, est-ce qu'il faut changer de site? Est-ce qu'il faut aller en dehors de l'école? Parce qu'à l'école, il n'y a pas de bon sol. Non. Il faut imaginer deux solutions. Il faut enlever le sol, il faut mettre du bon sol, il faut l'améliorer chimiquement, il faut faire une fondation profonde au point d'atteindre le bon sol. Il faut faire une compaction, n'est-ce pas, pour améliorer le sol, etc., etc. Donc il y a des solutions qui sont là, mais il faut les identifier pour pouvoir, n'est-ce pas, les appliquer. Retenez donc le but et les contraintes pour la conception, le tout. Et c'est valable partout, c'est valable, n'est-ce pas, pour tout ce que l'on va faire. Quels sont les principaux problèmes rencontrés? Les principaux problèmes rencontrés sont liés aux conditions de travail et aux conditions politiques. Je vous dis conditions politiques parce qu'on est au Sénégal. Peut-être que ce n'est pas valable pour d'autres. Mais si les politiques ne nous permettent pas de mieux, en tout cas, ou de bien nous épanouir dans ce que l'on fait, en utilisant nos connaissances de base et nos qualités, déjà on a un problème. C'est pour cela que je dis, c'est lié aux conditions de travail et aux conditions, n'est-ce pas, politiques. Alors, première contrainte, on en a peut-être déjà parlé, c'est un domaine d'intervention ou un objet qui est différent de la spécialité ou des connaissances de formation. C'est des contraintes qu'on voit tous les jours. Je pense que maintenant vous savez comment les résoudre. Il faut vous débrouiller tout simplement. Il faut vous débrouiller, il faut avoir les qualités qu'il faut, utiliser, n'est-ce pas, les connaissances de base pour y arriver. L'absence de matière ou milieu non favorable pour l'imagination et la progression. Vous êtes dans un service vraiment où les gens ne font rien. Où en fait le service n'existe que de nom, surtout dans les services de l'État. Les gens sont là en principe pour travailler, pour atteindre un objectif, ils poursuivent un objectif pour atteindre un but, mais en réalité ils ne font rien. Vraiment ce qu'on fait, c'est aller au bureau, rentrer le soir pour à la fin du mois recevoir son salaire. Quand on a la malchance de tomber dans ces structures-là, on a un problème. Et les ingénieurs, souvent, sont confrontés à cela. Parce que ça tue l'ingénieur. L'ingénieur ne réfléchit plus. Si vous enlevez de l'ingénieur sa capacité à réfléchir, ou son devoir de réfléchir pour aller de l'avant,
il n'est plus un ingénieur. Il est un exécutant. Ou même, quelquefois, il n'y a rien à exécuter. Donc ça, c'est un problème auquel les gens sont confrontés. Des collègues vous appellent pour vous dire, moi, je n'ai rien à faire, je vais quitter. Je cherche à quitter parce que je n'ai pas de matière ici. Parce que les gens ne travaillent pas ici. Donc ça tue la technicité de l'érudit. C'est ça l'avantage des bureaux d'études et des entreprises et de certaines ONG. Parce que là-bas, on n'a pas le temps de repli. On travaille tout le temps, de façon continue, et on entretient, n'est-ce pas, sa compétence, sa technicité. Soit dans les services, dans certains services, on a tout ce qu'il faut. On travaille vraiment, il y a de la matière. Mais les méthodes ne collent pas, ne sont pas adaptées. Pour quelqu'un qui est persévérant, pour quelqu'un qui est pointilleux et qui veut tirer le maximum de ce qu'ils font, qui veut optimiser les résultats. Et là, les gens vous disent, bon, vraiment, ça c'est ce qu'on fait toujours, hein, il faut vous limiter à ça, vraiment, ça a toujours été bon, il faut faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la routine, les gens se fondent sur ce qui se fait toujours pour simplement travailler et dérouler leurs activités de tous les jours. Et ça, c'est dangereux. Quand l'ingénieur qui veut, au contraire, apporter du neuf, qui veut innover, qui veut optimiser les résultats, est confronté à ce genre de problème, là, il ne se sent pas à l'aise. Et il a toujours tout le temps envie de quitter pour aller vers d'autres services d'accueil, en tout cas, qui nous offrent de meilleures conditions de travail. Et il y a également la collaboration qui est difficile avec certains collègues et partenaires. N'est-ce pas? À l'école déjà, la collaboration entre certains est difficile, avec votre collègue élève ingénieur. Mais elle le sera aussi, quelquefois, dans vos différents services. Et là, il faudra user de vos qualités. Je vous avais dit qu'il faut être humble scientifiquement, mais il faut également être humble socialement pour pouvoir vous tirer d'affaire. Alors, il y a des problèmes d'école, problèmes de formation. Ah, moi je viens de l'ENSA. Vous n'êtes pas mieux que moi. Non, moi je viens de la France, hein. Je viens de l'école de branche là. Hein. Moi, ça c'est la France, c'est différent. Vous c'est le Sénégal. Vous serez confronté à ça. Dans des réunions, peut-être pas directement dans les services, mais dans les réunions, sur le terrain, vous verrez quelqu'un qui vous dit, écoute, moi je suis un génie civil, hein? Toi tu es un génie rural, vous intervenez sur le même domaine qui vous est commun. Chacun essaie de faire valoir sa provenance, sa formation. Vous serez confronté à cela. Mais il faut toujours être calme. Donc, il faut avoir la confiance et l'humilité intellectuelle et sociale. Elles sont importantes, ces éléments. Problème de leadership. Il y a des gens, quand vous dirigez, il y a des personnes qui auront des difficultés parce qu'ils n'aiment pas être sous la direction de quelqu'un. Ils n'aiment pas être dirigés. Vous serez confronté à ce genre de personnes. Vous serez aussi confronté à des dirigeants qui aiment vraiment diriger. Ah oui, vous serez confronté à ça. Votre chef de projet, votre chef de service, à lui, il aime trop montrer que c'est lui le chef. Et ça entrave quelquefois le travail. Parce que tant que ça se limite à l'aspect social, c'est pas grave. Mais quelquefois, vous savez que voilà ça, cette voie, ce chemin, il est meilleur. Mais que lui, puisqu'il ne le conçoit pas comme ça, il vous oblige à faire autre chose qui n'est pas meilleur. Même le sachant. Parce que simplement, il aime montrer qu'il est le plus fort, que c'est lui le boss. Ça aussi, il faudra apprendre à vous débrouiller. Pour vous tirer d'affaire. Donc, dans tous les cas, utilisez les qualités développées précédemment, les qualités que j'ai développées précédemment pour vous tirer d'affaire. En gros, l'ingénieur, je vais finir par ça. Et encore une fois, je m'excuserai, j'ai été trop long. J'en suis désolé, encore une fois. Mais je vais finir en un mot. L'ingénieur doit savoir se débrouiller. Je vous remercie. Merci, M. Berthet. Donc, je dirais qu'en fait, qu'on n'a pas fait un mauvais choix. Et il a été surtout, la réponse surtout à nos attentes, mais aussi l'exposé est de très constructif.
Et franchement, en fait, nous sommes très contents de l'exposé que vous avez fait et qui sera complété en fait par les questions ou les contributions que les élèves vont faire. Donc, pour un peu résumer, vous avez en fait partagé avec nous votre expérience.